Salut à tous, l'épisode 9 avec la Deceuninck Quick Step. C'est un épisode où nous n'irons pas au bout de ce Tour de France, car c'était totalement impossible, alors il aurait fallu peut-être l'équivalent d'1h30 d'épisode. J'avais fait 1h10 sur le Giro, je trouve que il y a des petites limites quand même, donc voilà. J'ai tranché également en ce qui concerne le profil, on va en reparler après, je vous expliquerai exactement pourquoi. Un tout petit point sur Remco Evenepoel qui n'a pas progressé. C'est vrai que il est un peu il est en retrait en cette saison. Remco est en retrait, mais il faut pas s'affoler. Euh, le premier vrai rendez-vous pour moi, c'est au mois d'octobre sur les classiques italiennes et semi-classiques, où je le prévoirai en pic de forme. Mais d'ici là, faut rien espérer de sensationnel. Il a commencé la partie, je le répète, sur WorldDB 19, début février. Il était excessivement faible. Et ça, c'est sûr que je cherche pas des excuses. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. Pas du genre à chercher des excuses, même si des fois je suis très très mauvais perdant. Mais par contre, c'est quand même plus facile si on démarre aujourd'hui. Je me suis amusé encore à voir les stats mises à jour là de la World DB19. Ah ouais, c'est sûr, si je démarre à 72 de montagne, c'est pas pareil que si je démarre à 65, quoi. Bref, voilà. Donc, cette petite parenthèse mise à part, vous avez vu, ça a déjà démarré. Les championnats nationaux de contre-la-montre. Mas était tout fier d'avoir performé, mais il y a un petit mutant de l'exercice au niveau de l'Espagne, c'est Castroviejo. Donc Enric Mas, deuxième. Et deuxième, je trouve que au final, c'est pas déshonorant. Donc je le prends pas trop mal. Après, pour la France, j'ai eu un petit souci d'image. Julien Alaphilippe a été battu par Thibaut Pinot sur le contre-la-montre individuel, voilà. Donc encore une deuxième place. Après, on s'intéresse ensuite à la Belgique. J'en fais pas des caisses trop sur le championnat contre la montre parce que l'intérêt visuel est relativement limité. Parce que, alors, soit il faudrait que je rentre vraiment dans les détails et ça prendrait 3-4 minutes, etc. pour chaque, ce serait totalement débile. Soit je suis obligé de passer très rapidement, je vous résume le truc. Remco a performé. Il a été bon, Remco. Puisqu'il fait cinquième, c'est pas mal du tout, avec son petit 70 en contre-la-montre, c'est déjà pas mal. Et Yves Lampart est allé chercher, oh bah tiens, on avait déjà pris l'habitude, une deuxième place. Donc, on est bredouille au niveau de ces championnats nationaux ITT là. Voilà. On va essayer de ne pas être bredouille au niveau des épreuves en ligne. Alors, j'en ai joué 7, tout en sachant qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient quasi impossibles à gagner. J'y ai participé vraiment pour la forme. Alors déjà, on démarre par la mascarade. La mascarade, c'est quoi? C'est ce championnat du Danemark où personne n'attaque, où un groupe prend 18, 20, 30 minutes d'avance. Du coup, moi j'envoie le petit Honoré à l'avant, il est suivi par Lars Bak et un autre. Après, je me dis, ouais, mais moi j'avais prévu Casper Asgren, champion du Danemark. Ok, mais écoute, si t'as prévu, attaque. Et puis personne ne suit. Pourtant, des bons coureurs danois, il y en a plein. Alors il y a Krag Andersen qui quand même fait le boulot, mais il le fait tranquille. Il le fait tranquille. C'est la promenade du dimanche matin. Tiens, il y a Lars Bak qui lâche le truc. Euh, voilà, et puis à un moment donné, je me dis, oh bah tiens, si on échappait à Asgren. Enfin bref, c'est une parodie. C'est un craquage total. Aucune combativité. Alors là, c'est pour la victoire, mais bon, évidemment, on est en plein milieu des attardés. Morkov vient faire 2. Honoré 4. Ok. Je crois qu'on va vite passer à la suite parce que c'est archi laid.
On passe donc maintenant à des choses plus sérieuses. Plus sérieuses, c'est par exemple le championnat national de République tchèque. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une quarantaine de coureurs au départ, mais il est rigolo à jouer. Déjà, c'est le parcours de Plouay, hein. Il me semble fortement reconnaître la classique de Bretagne. Donc déjà, un parcours sur lequel bah, on survole pas nécessairement facilement les choses, parce que ce parcours, il est assez... je trouve qu'il nivelle les valeurs. Et puis, il y a deux, trois équipes qui ont un max d'équipes, qui ont le max d'effectifs possible, c'est-à-dire 7 ou 8, je sais plus d'ailleurs, tiens, pour le coup j'ai un doute. En tout cas, ils ont le max d'équipiers possible, et du coup ça les rend forcément dangereuses, ces équipes-là, notamment voilà cette équipe en jaune et bleu, je vais pas me hasarder à la prononciation du nom, mais je sais que c'est une équipe qui avait notamment un sprinter qu'elle essayait d'emmener le plus loin possible, il va faire 4 ou 3, je sais plus. Donc on va essayer de provoquer un petit peu les choses avec l'ami Stibar, parce que quand même, Stibar, hein, on va pas non plus laisser n'importe qui être champion de République tchèque. Eh ben figurez-vous que ça se joue quand même pas à grand chose. Ça se joue pas à grand chose. Il y a deux trois coureurs, bon bah on les connaît, hein, Yann Hirt, Czerny, pareil, etc. Mais bon, c'est pas tellement ça la question. C'est surtout que ça a été tendu. Franchement, ça a été tendu. Je me suis vu le perdre, celui-là. Il faut dire que les notes de Stibar n'aident pas, car dans la database, en tout cas avec la mise à jour sur laquelle j'ai démarré cette partie, on revient toujours aux mêmes histoires, mais c'est vachement important. Stibar, il est beaucoup moins bien évalué, bien moins bien évalué que si vous commencez maintenant avec la Deceuninck Quickstep, par exemple. Voilà. Je me suis amusé à comparer les stats là tout à l'heure, parce qu'ils ont fait encore une update après l'Amstel Gold Race. C'est marrant parce que de semaine en semaine, on voit les notes de Mathieu Van Der Poel qui montent au départ, les notes de base. Hein. Ouais, je me suis amusé à voir. Stibar, c'est sûr, c'était pas du tout la même mayonnaise, quoi. Il a des super notes maintenant si on démarre. Là, moi, Stibar, j'ai galéré de ouf. C'est aussi pour ça que j'ai pas réussi à lui choper une classique. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, très très joli parcours pour ce championnat de France et un duel ou je sais pas comment on dit quand il y a comme ça un match à trois gros favoris. C'est évidemment Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot ainsi que Romain Bardet. Et ça se passe dans la région de Marseille, avec une arrivée du côté, pas très loin de chez moi, du côté du circuit du Castellet, donc circuit de Formule 1, hein, voilà. On a les trois hommes qui sont évidemment, comme on pouvait s'en douter, dans une explication dans le final. Alors c'est vrai que ça attaque pas mal, ils m'ont surpris légèrement là, surtout que Thibaut Pinot a lâché la roue de Romain Bardet, du coup j'ai dû consommer de la barre pour aller chercher Romain Bardet. Ça va, on n'est pas trop mal, on est au coude à coude avec Romain Bardet, on va essayer de lui en planter une, parce qu'on a vu que sa cadence de pédalage indiquait plus ou moins la fatigue. Eh ben il est revenu le bougre, il est revenu. Donc c'est loin d'être chose facile. Thibaut Pinot en revanche il a du mal à revenir. En plus il est un peu là pour le coup il est pas dans une situation très favorable, parce que quand vous êtes seul en poursuite de deux hommes qui se relayent, et qui attaquent aussi, hein, parce que Romain Bardet il essaie de vraiment nous planter la dague, mais Julien Alaphilippe est solidement calé dans la roue. Il n'est pas question de laisser échapper ce titre de champion de France sur un parcours aussi favorable. Ravitailler, c'est pour les équipiers derrière. Hein. Pas s'inquiéter, c'est vrai que des fois j'ai tendance à ne plus m'occuper tellement de ceux qui sont derrière, et je ne mets pas en automatique, parce qu'en automatique ils font des efforts que je n'ai pas envie qu'ils fassent.
voire même parfois ça peut ramener des groupes, etc. Alors sur cette course-là, c'est pas possible, hein. Mais voilà, petite habitude. Quoi qu'il en soit, Julien Alaphilippe est parti pour s'imposer dans ce championnat du France. Romain Bardet est parti pour faire 2. C'est évidemment ce qui va se passer. Donc, champion de France, Julien. Deuxième, Romain. Et troisième, Thibaut. Voilà, on a le tiercé dans le bon ordre en ce qui me concerne. Puisque, moi, si j'aurais mis Pinot deuxième, si j'avais dû parler avec le cœur. Mais il fallait que Julien s'impose là-dessus. C'est chose faite. Après, on rentre dans le dur. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que le championnat d'Espagne, avec 7 ou 8 Movistar, avec 5 ou 6 Astana, et le seul petit Henrik Mas pour essayer de dynamiter la course, si possible, à un moment donné. C'est ce que je vais essayer là. La toute dernière difficulté, hein. Je vais essayer de partir parce que après l'arrivée, elle est un petit peu trop peu sélective. Les tout derniers kilomètres de cette course, ils sont pas pour Henrik Mas très très clairement. Donc s'il y a quelque chose à tenter, il faut le tenter un peu avant. Mais c'est dur parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de différence flagrante. De fait, on arrive sur un groupe qui est bien trop important pour qu'on puisse comme ça penser que Henrik Mas peut, je sais pas si ça va être une arrivée au sommet ou alors une arrivée en descente derrière un sommet, quelque chose comme ça. Mais pour s'imposer seul, c'est super tendu sur ce type d'arrivée. On voit que même d'ailleurs Valverde n'a pas réussi à gagner. Il s'est fait taper par un Astana, évidemment. C'était soit Astana, soit Movistar, de toute façon. Donc Gorka Izagirre. Et bah, pour le championnat d'Italie, c'est pas la même situation, mais c'est une difficulté aussi terrible. Vous voyez Viviani qui, 4 tours avant la fin, ne peut déjà plus suivre les favoris, et les favoris, ils vont être réglés par Gianni Moscon. Gianni Moscon, champion d'Italie, ça me va. Je trouve ça parfait. Mais Viviani, il faut savoir qu'il était dans le creux. C'était voulu. Il y avait un creux qui était programmé pour Viviani entre le Giro et le début de préparation parce qu'il ira sur la Vuelta. Et c'est vrai que on pouvait pas réellement ambitionner autre chose quoi que pas grand chose. Hein. Puis c'est pas les petits équipiers qui allaient nous sauver avec leur note en vallon. Ce parcours est hyper sélectif en Italie là. Je l'ai déjà joué, Bettiol l'a déjà gagné, mais c'est tendu. C'est tendu. Par contre, au niveau de la Belgique, c'est aussi un parcours, un profil qu'on a déjà joué. C'était une année, je sais plus si c'était 2019 ou 2020, mais c'est une année où Tish Benoît s'était imposé sur ce parcours-là. Il est sympa, hein, par contre. Il est sympa ce parcours. On voit qu'à un tour de l'arrivée, on a 3 hommes, dont Philippe Gilbert, qui sont dans le groupe de tête. Il y a Wout van Aert, il y a Greg Van Avermaet, il y a Oliver Nassen, il y a les Cadors, Stuyven aussi, Jesper Stuyven. Les Cadors sont là, et puis il y a Greg Van Avermaet qui va avoir la bonne idée d'attaquer là où je voulais attaquer. Donc, au lieu d'attaquer, on va prendre sa roue. On a quelques petites avances, mais attention, ça revient, et au moment où ça revient, je plante une contre-attaque avec Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui va... est-ce qu'il va aller chercher quelque chose d'intéressant? Un titre de champion de Belgique après son Paris-Roubaix, après... il y avait eu place sur GPE3, il y avait eu place top 3 aussi sur Grand-Wevel Game, et puis il y a eu ce petit tour de Belgique assez anecdotique, je vous le concède, franchement. Donc est-ce que pour aller améliorer un petit peu ses résultats cette saison, il va aller chercher le titre? Oui. Donc Philippe Gilbert, champion de Belgique. On aura donc sur ses épaules le joli maillot noir, rouge et jaune. Très bien. Et puis, le petit défi final, si j'ose dire, c'est avec Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen, il est tout seul
sur un parcours qui, par contre, n'est pas à son désavantage. Donc, dans le final, ce que je vais m'attacher à faire, c'est à ce que Fabio Jakobsen puisse suivre certaines attaques. Il y a notamment Lars Boom qui a été remuant, il y a un Sébastien Langeveld qui a été remuant, un Dylan Van Barle. Mais ce qui est à noter par contre, c'est que du côté de la Jumbo Visma, euh, Groenewegen n'est pas là. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu la surprise, 5 km de l'arrivée. Groenewegen n'est pas là, et du coup, je me dis, bon, bah écoute, s'il n'y a pas le meilleur sprinter, peut-être du monde d'ailleurs, hein, pourquoi est-ce que finalement Jakobsen n'irait pas chercher son petit Graal perso? Bah ouais, il va y aller. Tiens, il y a Van Der Poel qui vient faire 3. Et ouais, c'est un Van Der Poel pas avec les mêmes notes que ce qu'il aurait si vous démarrez une partie maintenant, hein. Il est pas mal là-dessus, il est pas mal, mais il est pas exceptionnel. Voilà. Alors ensuite, enfin le moment est venu, Tour de France, profil 2010. En fait, comme dans les votes que je vous avais soumis, c'était assez serré. Il y avait une petite majorité pour le 2019, mais c'était assez serré au final. On m'avait aussi beaucoup laissé choisir. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on va faire le 2010. Et puis, au final, eh ben, le 2019, on va le jouer pas mal de fois, de toute façon, avec d'autres équipes, ou peut-être même aussi avec la Quick Step l'année suivante. Il faut dire aussi que j'ai calé ma préparation en fonction du parcours, là, du profil de 2019. Donc, c'est un petit peu déloyal, quoi, mais en ma défaveur, d'aller comme ça modifier un parcours, finalement, alors que vous avez quand même prévu, bah ouais, je vous l'ai annoncé à l'épisode précédent, j'ai prévu Bob Jungels comme leader sur ce Tour de France, et Henrik Mas en électron quelque part, et à la Philippe également. Mais sur un profil comme le 2019, je pense que j'aurais peut-être tourné la saison de masse, je l'aurais orienté sur le Tour de France. Alors que ben, j'ai fait un autre choix pour cette saison. On a vu que ça avait été plutôt heureux de d'attribuer à Mas des pics de forme plutôt du côté du Giro, plutôt du côté de la Vuelta. On verra ça par contre, ça j'ai pas encore joué. Mais voilà. Donc je me suis dit, plus de cohérence par rapport à ma préparation, à la façon dont les choses ont été pensées. Et puis de ce fait, allez, c'est parti, le prologue. J'ai essayé de vous montrer un aperçu le plus large possible du fait que certains ont bien performé. J'ai bien aimé le comportement des uns et des autres. Il y a notamment parmi les équipiers auparavant deux trois petites perfs pas vilaines, notamment de Yves Lampart. Et il y a l'ami Youngles qui va comme ça aller chercher un très bon temps, qui va faire référence à un certain temps. Et puis Juan Dennis, certes, va venir emporter la mise, mais Bob Jungels, eh ben, il est deuxième. Hein. Et Bob Jungels, deuxième, ben, c'est vachement honorable. Vachement honorable. Il est devant Dumoulin, il est devant Froome. Donc honnêtement, sympa quoi. Sympa. Du coup, je regrette pas d'avoir... Enfin, je regrette pas. C'est un peu tôt pour le dire, mais je regrette pas encore d'avoir opté pour ce profil-là, parce que je me dis, il est pas mal pour Jungels, il est pas mal. Donc voilà. Après, étape, oh, pas suspense absolu sur cette étape-là, mais il y a du vent. Et vous savez que quand il y a du vent, moi j'ai la petite obsession des bordures. Et donc j'essaye comme ça de faire rouler, de voir ce qui est faisable. Et puis en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on va avoir une chute notamment de Jakobsen, alors qu'il y avait peut-être une étape à aller chercher, bah, un petit peu plus de 4 km de l'arrivée. Du coup, il y a en plus un écart dont je me méfie, parce que il ne s'agirait pas qu'Angels se mange une cassure
sur un tel malentendu, même si ça fait partie des courses, hein, clairement. C'est pas banal, c'est pas du tout rare, c'est pas banal, euh, du tout, d'avoir comme ça des chutes qui viennent peut-être sceller le destin de certains tours sur des étapes qui sont a priori pas prévues pour ça, quoi, hein. Mais bon, donc Youngles va s'en sortir, il n'y aura pas de cassure, on va réussir à boucher le trou et quelque part profiter un peu du fait que l'IA a une façon bien à elle de comptabiliser les écarts sur le plat. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas de cassure, hein, donc il y a pas de scandale. Alors, étape 3, c'est peut-être le moment de taper un premier coup sur la table. Euh, Mis à part le prologue, hein, parce qu'au final, on a quand même tapé un petit coup sur la table, tout doucement, hein, sur le prologue. Mine de rien, à prouver qu'on était là. Maintenant, étape 3, elle est sympa, j'aime beaucoup. Profil ardennais, avec notamment la toute dernière difficulté, vous verrez passer, c'est le col du Rosier. Le col du Rosier, ça fait penser à Liège-Bastogne-Liège. Il est un des éléments parmi les 6 ou 7 ou 8 dernières difficultés du côté de Liège. Donc il y a aussi la côte de Stoke. Stoke, ça nous parle aussi sur Liège. Donc intéressante étape sur laquelle, bon là on se cache pas, hein, on est en Belgique en plus, on ne se cache pas sur un tel profil. Il y a très très clairement de l'ambition du côté de la Deceuninck Quick Step. On va essayer de voir ce qu'on pourrait faire. On a nos petits leaders là qui sont tranquillement à l'avant, accompagnés par Philippe Gilbert. Allez, on va pouvoir aborder le col du Rosier. Donc, évidemment, le peloton est vachement réduit. Les échappés sont repris. Enfin, ça, ils ont été très très résistants, les échappés. Et puis, voilà, on va tenter une petite accélération avec. D'abord, c'était Gilbert, après Alaphilippe. Je l'ai fait se relayer en fait sur une petite partie de la montée. Je veux voir un petit peu qui est capable de suivre. On voit que le groupe se réduit, hein, de fil en aiguille. Et puis, dans le final, évidemment, c'est effort curseur pour essayer d'encore faire un petit peu plus mal à tout le monde. Et derrière, c'est du travail de Youngles pour essayer de mettre Alaphilippe dans les meilleures dispositions pour aller essayer de chercher l'étape, tout simplement. Hein, s'il n'y a pas d'originalité derrière tout ça. Les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet sont bel et bien présents. Et c'est Alaf qui va aller chercher celle-là sur gros travail de Youngles. Masse dans la roue. Alors, j'explique un petit peu ma politique par rapport à Henrik Mas. C'est que même si Bob Youngles est mon leader déclaré, je vais essayer d'économiser le plus longtemps possible Henrik Mas. Henrik Mas, il est venu pour aider et il est également en préparation de la Vuelta. Voilà, c'est tout ce que pour résumer la situation. Mais on sait que Henrik Mas, il a un tel potentiel dès lors que la route s'élève et que les hauts pourcentages arrivent. Henrik Mas est tellement fort, il l'a prouvé sur le Giro qui a précédé, que ce serait dommage de le sacrifier d'office, en fait. Voilà. Donc je vais attendre qu'il y ait des circonstances de course qui m'y obligent. Sinon, d'ici là, je ne le sacrifie pas nécessairement. On arrive à une étape 4 qui est a priori excitante. A priori, parce que des fois, on s'attend à des choses et puis en fait, elles n'ont pas toujours lieu. Donc, on voit par exemple qu'il faut attendre une quarantaine de kilomètres de l'arrivée pour que la bagarre puisse réellement commencer, avec comme ça un enchaînement de secteurs pavés à 3 étoiles, et puis il y aura le tout dernier secteur pavé qui sera un secteur 4 étoiles. Donc là par exemple l'avant-dernier c'est Wandini à Mage. Et le dernier est là, c'est Avelui 1. On a parlé de Paris-Roubaix il n'y a pas si longtemps dans la preview.
Donc 4 étoiles pour finir, un secteur sympathique. Il y avait eu des chutes mémorables à l'époque, en 2010. Il y avait eu des gens qui s'étaient vraiment cassé les dents sur cette étape. Alors, je l'appelle étape 4, mais en réalité, cette année-là, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'était l'étape 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prologue n'avait pas compté comme étape 1. Il avait été juste qualifié de prologue. Et du coup, il y avait en 2010 un prologue et 20 étapes. Alors que si c'était aujourd'hui, on aurait appelé ça étape 1, le prologue, et puis, et puis les étapes qui suivent auraient été les étapes 2 à 21. Donc voilà, qu'on s'entende sur les numéros, mais c'est anecdotique. Donc je m'arrange pour que Henrik Mas soit a priori à l'avant du groupe, quoi, hein, parce que là encore, je veux le préserver. Vous avez vu, on n'a pas eu de chance avec Stibar, que j'avais échappé pour servir de relais éventuel, et qui au final n'aura servi à aucun relais, puisque le pauvre Stibar, bah, il a crevé au mauvais moment sur un secteur pavé. Donc mon plan est un petit peu gâché quelque part. J'avais de l'ambition hein, sur cette étape, on va pas se mentir. Beaucoup d'ambition sur cette étape. L'ambition de faire mal, et en même temps, j'étais vraiment gêné par une chose, c'est que si j'avais accepté l'idée de faire mordre la poussière à Mas et à Alaphilippe, j'aurais pu cartonner pour emmener Young Girls. Et on sait que Young Girls, là encore, attention, ne vous méprenez pas. Si on commence aujourd'hui une partie avec la Deceuninck Quick-Step, là à l'heure où je parle, il a 77 en pavé. Donc 77 en pavé, laissez-moi vous dire qu'il y a moyen de durcir avec Lampard, Gilbert, Stibar et de lui faire prendre 3 minutes sur Froome. Hein. Maintenant, ouais, c'est gentil, mais là, il a que 70 ou 71 en pavé, Young Girls. Donc déjà, c'est pas la même histoire. Et puis, en plus de tout ça, si je fais ça, je fous en l'air à la Philippe et je fous en l'air Basse. Or, ils ont un petit rôle à jouer, au moins pendant à la Philippe pendant les 10 premiers jours, et puis Basse, bah, on verra si c'est le cas ou pas, au classement général. Et j'avais pas envie de gâcher ce côté-là, qui est certes un peu honorifique, hein, tout ce qu'on veut, mais qui est sympa. Hein. C'est sympa d'avoir le maillot jaune, c'est sympa d'avoir comme ça des coureurs à l'avant. Et du coup, à vouloir ménager la chèvre et le chou, j'ai opté pour quelque chose qui vaut ce qu'il vaut, mais qui était de ne pas faire mal à Mas. Bon bah du coup le résultat, et à la Philippe, le résultat, bah, c'est que on n'a pas fait mal à grand monde. Maintenant, encore une fois, c'était un choix stratégique. Et bah, si ça se trouve, je m'en mordrai les doigts à la fin, mais si ça se trouve, pas du tout. Donc on verra bien le truc. Encore une fois, au moment où je vous parle, évidemment, j'ai joué 9 étapes, donc je pourrais donner un autre avis sur la question éventuellement. Mais au moment où j'ai joué cette 4e étape, eh bien, ce que j'avais en tête n'était pas exactement ce qu'on peut avoir en tête 5 ou 6 étapes plus tard. Donc c'est toujours important de relativiser. Je vous dis pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et puis il y a après coup, ah ouais, mais t'aurais dû faire. Et ouais, mais vous savez, moi aussi je me le dis des fois. Mais si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Hein. Donc bon, la guerre après la guerre, bah ça sert à rien en fait. Donc sur le moment, il y a eu ces choix-là. Et puis bah après c'est après. Voilà, tout simplement. Si on a envie de rejouer ce tour-là, on peut peut-être prévoir de faire les choses, bah on verra, de la même manière ou bien différemment. C'est toujours pareil, hein, il y a 1000 façons d'essayer de jouer un grand tour, hein, quelque part, stratégiquement. Il y a 1000 façons de le jouer. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est le résultat à la fin.
Et si on gagne, bah, y a rien à redire. Si on gagne pas, là on peut se dire ah ouais, bah, tu vois, voilà, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Donc on fera la critique un peu de tout ça, mais au moment où, au moment où ce sera terminé, je pense que c'est plus opportun. Vent de face dans cette étape, hyper intéressant. On a vu Froome qui faisait partie, j'ai tubé. Vous savez quoi? J'ai fait une croix sur la victoire d'étape. M'en foutais de la victoire d'étape. Je me suis juste attaché à essayer de foutre un écart maximal. Parce qu'il y a eu évidemment, avec tout ce vent, il y a eu bordure, et il y a eu cassure, et le problème, c'est que l'IA ne va compter aucune cassure. Ah, alors ça c'est vraiment le coup de poignard dans tous les efforts qui ont été faits, surtout que ça a entamé la fraîcheur de Mega. Et ouais, c'est pas tout ça, hein. C'est que à force de faire rouler comme ça pour essayer de provoquer des bordures, ben les mecs ils se fatiguent, hein, et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est normal. Hein. Et du coup, ben, gros mal de crâne. Pourquoi? Parce que j'ai fatigué mes gars et en plus j'ai bénéficié d'aucun écart. Vous allez me dire, mais pourquoi tu recommences? Ben parce que tant qu'à partir dans cette stratégie-là, autant y aller à bloc. Hein. Regardez, on est encore sur un scénario ici où, même sans vent, on a réussi à provoquer de la cassure. On a réussi à laisser pas mal de personnes derrière nous là-bas. Vous allez voir que l'écart il va s'agrandir un petit peu parce que je fais travailler à bloc. Là encore, c'est pareil, je me désintéresse de la victoire d'étape. Je me dis, s'il y a un écart au général à faire et dont on pourrait du coup faire bénéficier nos leaders, hein, mais il faut y aller, mais 10 000 fois, ça vaut bien plus qu'une victoire d'étape. Donc l'Auto Jumbo est pas mal représenté à l'avant. Hein. C'est l'autre équipe bien représentée par rapport à la 2 que dit Quickstep. Il y a un moment donné où on va avoir comme ça, voilà, un petit écart, on est parti un peu seul. Regardez, c'est quand même énorme. On a plus d'une minute d'avance là sur un groupe qui contient pas mal de très bons coureurs. Hein. Donc là, on se dit, waouh, là il y a opération au classement général là. Et ouais, mais si je vous le dis, c'est que, à votre avis, est-ce qu'il y a eu opération ou pas? Ben, figurez-vous, ça paraît délirant, c'est à se taper la tête contre les murs. Ce que je disais à Mathéo, là, et je disais à ceux qui sont sur le Discord ou dans les commentaires, je sais plus, je lâchais un truc comme ça, je leur dis, bon, vous savez quoi, à ce moment-là, là, j'avais envie d'arrêter. J'avais envie d'arrêter parce que, après cette étape, où j'ai dû rouler au moins 3 ou 4 fois pour essayer d'envoyer des cassures, et où il y a eu des cassures, et où au moment de l'arrivée, finalement l'IA elle compte 0 écart, bah je sais pas, ça donne envie de péter un plomb. Ça donne envie de péter un plomb. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire des écarts, vous crevez vos types, et à l'arrivée il y a 0 quoi. Il y a 0. Donc un peu ingrat, j'avoue, cette petite partie là de Tour de France. Il y a intérêt à ce que les choses, on va dire, deviennent un peu moins frustrantes, parce que pour le coup, là, c'est même plus drôle. C'est même plus drôle. Je veux bien mode extrême, machin, ok. Je veux bien, d'accord, le nivellement de certaines valeurs, le fait que l'IA soit surcompensée à certains moments, que pour larguer quelqu'un, il faille en faire 3 fois plus que normalement, mais il vient un moment où l'irréalisme vient tuer tout ça, quoi. Et là, je crois qu'on est un peu en plein là-dedans. Alors là, on s'est pris une cassure là sur l'étape. Il y a eu chute en fait de Alaphilippe et Youngles sur cette étape-là, qui arrive du côté de la station des Rousses. Oh, c'est pas grave parce que j'avais en fait un très gros Lampard et un très gros Gilbert qui ont pu comme ça ramener leurs deux collègues sur l'avant, donc on va dire que le dommage était moindre, quoi. Après, on aurait pu espérer que, au lieu de faire ce travail-là, Gilbert et Lampard, ils fassent un autre travail, un travail d'écrémage, un travail pour préparer le terrain pour les leaders, c'est sûr. Hein, franchement, on aurait pu s'en sortir mieux, mais déjà, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Et puis, c'est un stade où je vais être tenté
je vais tenter de faire quelque chose parce que je commence à comprendre que je ne peux pas protéger trop de monde. C'est impossible de protéger trop de monde. Du coup, je vais demander à Henrik Mas de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, je commence déjà à faire un choix. En fait, je vais dans le sens du choix qui avait été fait au départ, quoi. Je me dis, quitte à ce que Mas explose et craque par la suite, on va le faire travailler pour Alaphilippe et pour Bob Jungels. Voilà, je dois être un petit peu peut-être porté par le maillot jaune sur les épaules d'Alaphilippe, hein, pour dire ça, probablement d'ailleurs. Mais toutefois, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, Mas va se manger un écart, hein, on le voit venir. Hein. Il va se manger un premier écart. Et Alaphilippe va aller chercher une jolie victoire d'étape, hein, très clairement. Voilà, pas grand chose à redire. Encore un triplé français, c'est rigolo. Donc voilà, du côté des Rousses, vainqueur Alaphilippe, avec une petite avance qui n'est pas bien significative pour Julien, parce que dès lors que la montagne, et on va y arriver, avec déjà une arrivée au sommet du côté de Morzine-Avoria à l'étape suivante, bah, dès lors que la montagne arrive, on va pas compter sur Alaphilippe pour le classement général, très clairement. Hein. Donc, j'ai déjà fait un premier choix à l'étape précédente. C'était de sacrifier Mas. Et vous allez voir qu'à cette étape-là, je vais aller encore un petit peu plus loin. Toutefois, Mas, je me dis, écoute, si jamais l'écart au général permettait que Mas puisse s'échapper, alors on va tenter le coup. C'est utopique, hein. C'est utopique parce que je connais le jeu et je sais très bien que normalement, avec son écart, Mas, on le laisse pas partir. Mais je me suis dit, on tente. On sait jamais. On sait jamais parce que des fois, l'IA réagit de façon qui peut nous surprendre. Bon, en l'occurrence, là, l'IA est prévisible. Elle laisse surtout pas partir Henrik Mas. Elle va rouler, rouler, rouler. Des équipes improbables même vont rouler dessus. Et non pas seulement les équipes des concurrents pour le général. Hein. Mais non, non, tout le monde va rouler. C'est la coalition. C'est quoi de dire paranoïaque. Oui, j'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Non, je rigole. Hein. Mais bref, Henrik Mas n'a pas le droit de sortir. Voilà. Euh, donc, au lieu de crier au grand complot, bah, on va plutôt essayer de faire la course. Et puis, on va se dire, Henrik Mas, tu vas bosser, mon grand. Tu vas bosser, tu vas essayer de nous faire un petit peu l'écrémage là dans cette difficulté qui précède le final. Et donc voilà, je vais faire travailler Mas sur un effort raisonnable, mais pour essayer d'éliminer des gens autour, et pour ensuite essayer d'amener Alaphilippe et, et surtout Bob Jungels dans les meilleures dispositions. Regardez, c'est marrant. Il y avait Gianni Moscon notamment qui s'était fait larguer. Il est rentré sur le groupe et il a initié une attaque énorme. L'IA a essayé de me piéger. L'IA est fourbe. L'IA est d'une fourberie sans nom. Néanmoins, on est revenu. Mas va donc faire son boulot. Et va faire son boulot. Et ensuite, dans l'ordre des priorités, alors qu'on voit que Chris Froome se barre, on a encore du temps pour le rattraper. Donc je vois pas pourquoi je réagirais à son attaque. Ce serait une petite forme d'erreur, je pense, d'attaquer frontalement comme ça ou de contre-attaquer. Alaphilippe va être, au moment où Mas a tout donné, Alaphilippe va être chargé de faire le travail, et donc il va se mettre minable. Il va se mettre à la planche pour son leader sur ce Tour de France, c'est Bob Jungels. Donc voilà, un maillot jaune qui se sacrifie pour essayer d'emmener le plus haut possible, le plus loin possible Bob Jungels. Et vous voyez, ça va fonctionner parce que Chris Froome est parti longtemps avant. Il est parti, ça fait quand même un petit moment qu'il est tout seul, Chris Froome. Et Jungels va rentrer sur Chris Froome avec Bardet dans la roue.
Alors Bardet, j'ai moyennement apprécié parce que il a vraiment fait que sucer, quoi. Il a vraiment fait que sucer la roue. Bon, bref, tant pis. Et Young Girls, là, je commets une erreur. Là, je peux vous le dire. C'est que j'aurais dû rester, à partir du moment où on reprenait Froome, il fallait rester calé dans la roue de Froome. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un écart sur les autres. C'est pour ça que j'ai continué à avancer en effort curseur. Et c'était débile parce que pour avoir la victoire d'étape, il fallait, euh, il fallait garder la roue de Froome. Et je pense que ça aurait pu suffire pour aussi créer un écart avec les autres. Donc vous voyez, là il y a une erreur que je pointe du doigt. Alors du coup aussi rétrospectivement, puisqu'on voit ce qui est maintenant le classement général, rétrospectivement, pourquoi ne pas avoir déjà essayé de taper un grand coup sur les pavés à l'étape 4? Ah ouais, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec cette question. Il fallait peut-être taper un grand coup à l'étape 4. Néanmoins, c'est pas ce qui a été fait à ce moment-là, parce que, tout simplement, c'était pas comme ça que je voyais les choses à ce moment-là de la course. Pas évident, hein, ça évolue, hein, au fil d'un tour. On a tendance à avoir des fois des choses qui évoluent. Sur le Giro, c'était pareil, j'avais aussi vachement évolué au fil du temps. On voit que normalement, il reste, allez, 3 étapes sur lesquelles Youngles doit serrer les dents, et tout le reste, ça peut lui être soit neutre, soit favorable. Donc la situation, elle est quand même pas mauvaise. Axe 3 domaines, je pense pas qu'ils prennent cher. La montée de Mende, je pense pas qu'ils prennent cher. À la limite, le seul endroit que je crains réellement, c'est le Tourmalet. Le Tourmalet, l'arrivée au Tourmalet, elle peut faire des gros dégâts. C'est ce que je vous propose de voir dans pas très longtemps, en tout cas dès que j'aurai terminé, parce que mine de rien, ça prend du temps tout ça, puis j'ai plein d'autres choses à faire. Je vous dis à très bientôt pour la suite, et donc la fin de ce Tour de France qui aura été au final en 2 épisodes. Bye.